Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger un exercice sur l'équilibrage d'un marteau. Bon, alors il se trouve que en fait, ce que j'avais sous la main, c'était une hache. Bon, mais on va dire qu'on peut très bien planter des clous avec une hache, donc on va dire pas de problème. L'avantage, quand j'ai cassé le manche de la hache, c'est que je me suis dit, ben, je peux mesurer le moment d'inertie de la masse. Bon, c'est pas une réaction très habituelle, mais en tout cas, je me suis dit ça. Et je me suis même posé la question de l'équilibrage des marteaux, parce que si vous avez eu l'occasion de manipuler ce genre d'instrument, et si vous deviez fournir un effort significatif, hein, par exemple je sais pas, pour couper un arbre, ou même planter un clou, ou autre chose. Ce qui peut arriver parfois, c'est que quand vous donnez un coup assez fort, vous pouvez très bien avoir une vibration qui remonte dans le manche et ça peut être assez douloureux au niveau de la tenue de l'instrument, de l'outil. Hein, en fait, c'est comme si vous ressentiez une partie de la percussion que vous exercez au moment où ça frappe. Vous ressentez une partie de la percussion dans vos mains. Et si le marteau il est mal équilibré, ou la hache est mal équilibrée, ça peut être particulièrement douloureux. Donc ça, vous pouvez notamment ressentir cet effet-là si vous avez raté votre coup, c'est-à-dire vous avez tapé un peu à côté du clou, ou si quand vous donnez un coup de hache, pas de bol, ça tape sur la branche d'à côté, et au lieu d'avoir le tranchant de la masse, qui va venir couper du bois, ça peut très bien taper sur le manche. Bon, en général, les manches, ils apprécient pas trop, mais ça peut vous faire une percussion dans les mains qui est assez douloureuse. Donc du coup, je me suis quand même posé la question de l'équilibrage de ce genre d'outil. Pourtant, un outil assez basique, il faut l'avouer, hein, puisqu'on a juste une masse qui est en acier, certainement en acier, qui sert finalement à faire des percussions. Hein, et ben en fait, la longueur du manche n'est pas choisie au hasard. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant de démarrer, on va commencer par faire un schéma. Donc vous avez un morceau de bois, n'importe quoi, et il s'agit de planter un clou. Donc ça, on va dire, c'est mon clou qui n'est pas encore planté. Et, euh, et vous avez le marteau qui va venir frapper enfin, on va avoir une percussion en fait. Alors, la partie métallique, allez, on va le faire. Donc, je vais dessiner mon marteau comme ça. Donc, vous avez ici la masse. Donc, peu importe sa forme, hein. Donc là, ici, vous avez la partie métallique. Vous avez ensuite un manche. Alors, oui, il faut que je continue. Bon, ouais, du coup, je le fais un petit peu plus long que prévu. Voilà, vous avez le manche. Et je vais supposer que le bricoleur, lorsqu'il donne le coup de marteau, il fait pas, on va simplifier un petit peu l'étude, il va se contenter en fait de donner de la vitesse à la masse. Et au moment de l'impact, je vais supposer que le bricoleur il n'exerce pas de moment avec sa main. Hein, c'est-à-dire qu'il tient juste le marteau pour qu'il ne tombe pas par terre, tout simplement. Hein, on va dire que tout le travail il est fait avant, c'est-à-dire que le bricoleur, ce qu'il fait, c'est qu'il donne de la vitesse à la masse, et une fois que la masse a suffisamment de vitesse, en fait, c'est ça que va faire la percussion et qui va permettre d'enfoncer le clou. Donc, ça veut dire que les actions mécaniques à ce niveau-là, que j'appelle le point haut, c'est uniquement une force qui s'exerce. Il n'y a pas de couple. C'est ça que j'essaye de vous dire. Au niveau du repère, vous avez l'axe des X qui est comme ceci. L'axe des Y comme cela. Vous avez l'angle θ qui se trouve en fait suivant, on va dire ici. Vous avez l'angle θ.
Que j'oublie rien. Vous avez, je vais diviser mon système en plusieurs sous-parties. Vous avez le manche. Et le barycentre du manche, on va dire, est à peu près ici, à la moitié. Donc oui, je peux le mettre ici. Et la longueur totale du marteau, c'est grand L. Donc bon, si j'ai la place, je vais le marquer. Le barycentre de la masse, moi, je vais le mettre à peu près ici. Donc le barycentre de la masse. Bien à peu près ici. Et vous avez le barycentre du marteau qui va se trouver quelque part par là. Donc le barycentre du marteau. Donc au niveau des longueurs, vous avez la longueur L on va le mettre ici. Ici, vous avez la longueur grand L. Entre là et là, vous avez ce qu'on va appeler petit a. Bon, il s'agit de donner des noms. En fait, les notations, ça sert à ça. Hein, ça à donner des noms aux différentes grandeurs. Alors, au niveau des notations, bon, je me rends compte que j'aurais pu être un petit peu meilleur que ça, parce que la masse du manche, je vais l'appeler M manche. Donc, c'est au niveau des notations, c'est pas terrible. Ça fait pas mal d'écriture, mais bon, tant pis. Ici, on a E de R, qui est comme ça. Et l'angle Eθ, il est... alors, je me suis trompé, θ, il n'était pas là. Bon, c'est pas très grave, je vais corriger. L'angle Eθ, il est comme ça. Et θ, en fait, je l'ai mal positionné. Il est de l'autre côté. Voilà, donc j'ai refait le schéma qui était donné dans l'énoncé. Hein. Donc j'ai simplement recopié le schéma. Donc c'est important quand même finalement de refaire le schéma, même s'il est déjà donné, parce que ça permet en fait de prendre connaissance de l'énoncé. Le fait de l'écrire, c'est on repère, ça c'est grand L, ça c'est petit a, θ il est là, etc. etc. Donc du coup, vous avez bien les notations en tête. À un moment donné, ce que je vais considérer évidemment, c'est le moment où la masse va venir percuter le clou. Hein, c'est ça, à ce moment-là qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est pas la valeur maximale de la force qui va être atteinte ici. Dans cette partie-là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est j'aimerais bien que le bricoleur en fait n'ait aucune sensation désagréable lorsqu'il va frapper le clou. C'est-à-dire que vous avez, au niveau des actions mécaniques, vous avez, lorsque le clou va percuter, lorsque le marteau va venir percuter le clou, vous avez une force Fθ que le clou, alors je l'appelle Fθ parce qu'elle va être suivant Eθ, qui va percuter, qui va s'exercer sur le marteau. Hein, le marteau exerce une force, mais le clou exerce, c'est le principe d'action et de la réaction, hein, exerce la force opposée sur le marteau. Vous avez aussi une force qui s'exerce au niveau du manche, c'est-à-dire qu'au niveau du bricoleur. Et je veux que la percussion à ce niveau-là soit nulle. Et donc la question, c'est, en fait, on va se rendre compte que c'est possible à condition de tenir le manche, d'avoir un manche qui a exactement la bonne longueur. Je vais refaire le schéma au moment de la percussion pour que les choses soient bien claires. Et donc, ce que je disais, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la valeur maximale atteinte par la force, mais plutôt l'intégrale de cette force pendant la durée de la percussion qui est très courte. Donc c'est pas si je devais représenter la force, ce qui m'intéresse, c'est pas je le fais rapidement. Hein. Si ici j'ai le temps, là j'ai la force qui est exercée par le clou sur le marteau, ça va faire un truc, ça fait 0, évidemment le marteau ne touche pas, ça fait un pic énorme et puis ça redescend. Moi, finalement, je me fiche un peu de la valeur maximale. Je sais que ça va faire un truc comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, donc si je zoome un petit peu sur ce pic-là, hein, qui est très pointu, hein, c'est pendant une durée très courte.
Donc si je zoome là-dessus, ça va ressembler à un truc de ce style-là. Ça monte brutalement, puis ça redescend. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'air sous la courbe. Ouais, je vais m'intéresser à ça. Je vais considérer que c'est ça le bon paramètre. Parce qu'évidemment, la durée est très courte. Combien de temps ça dure la percussion? C'est difficile à dire. La valeur maximale atteinte, c'est difficile à dire aussi. Par contre, on va voir que mesurer l'air, en fait, c'est un paramètre qui est assez facile à manier dans les calculs, comme on va le voir dans la suite. Voilà, donc j'ai refait le schéma. E de R et Eθ, ils sont respectivement comme ceci. Et Eθ, il est vers le bas. Ce qui fait que, bon, j'ai posé ER, Eθ, mais en fait, je ne vais pas forcément m'en servir dans l'exercice. Puisque, regardez, au moment de la percussion, parce que c'est ce moment-là qui m'intéresse, finalement, Eθ et l'axe Y, ils sont parallèles. E de R et l'axe de X, ils sont parallèles. Donc du coup, bon, c'est pas très utile en fait dans cet exercice. Bon, au départ, en fait, on va dire qu'on ne le sait pas. Donc on peut poser un système de coordonnées et puis s'il ne sert pas, bah, tant pis, c'est pas très grave. Et au niveau des forces qui s'exercent sur mon système, eh ben, vous avez, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez le poids qui s'exerce, le poids du marteau. Alors on va se rendre compte assez rapidement que pendant la durée de la percussion, finalement, le poids du marteau, c'est pas un problème. Le poids du marteau, bah, c'est avant, quoi. C'est quand on le manipule. Il peut être assez lourd, donc évidemment, ça va vous fatiguer quand vous allez monter le marteau. Et si vous le faites 1000 fois dans une journée, ben, peut-être qu'au bout d'un moment, vous direz quand même qu'il est lourd, ce marteau. Mais pendant la durée de la percussion, finalement, on va se rendre compte assez rapidement que ce n'est pas un paramètre important. Par contre, ce qui est important, c'est la force que le clou va exercer sur la masse. Alors on suppose qu'on a un bricoleur qui sait bien se servir du marteau et donc il va frapper de telle sorte que la force que le marteau exerce sur mon système, que je vais appeler F, soit bien verticale. Hein, évidemment, si vous commencez à taper sur le côté, bah, le risque c'est que le clou parte sur le côté, donc ça, évidemment ça c'est pas bien. Donc on suppose qu'on est vraiment dans un cas optimal. Évidemment la force F elle est beaucoup plus importante que ça, hein, évidemment, hein, au moment de la percussion. Ce que vous avez également comme force, c'est la force que... Alors que je dise pas de bêtises. Vous avez également la force que le bricoleur exerce sur le marteau. Bon, alors je vais la mettre vers le haut, mais après, à vrai dire, j'en sais rien. Et en fait, ce que je vais me rendre compte, c'est que cette force, elle va également être bien verticale au moment de la frappe. Alors pourquoi je le fais directement? Parce que quand je vais appliquer le principe fondamental, enfin la relation fondamentale de la dynamique, je ne peux pas avoir de force qui parte sur le côté. Parce que si j'ai de la force qui part sur le côté, en fait, ça veut dire que le marteau, il va subir une accélération horizontale. Et quand vous frappez, c'est pas ce que vous voulez. Hein. Vous voulez pas que le marteau parte dans ce sens-là. Quand vous tapez comme ça, si votre marteau il fait ça, c'est qu'il y a un problème. Ou qu'il vient vers vous, c'est là aussi qu'il y a un problème. Donc au moment de la frappe, au moment de la percussion, en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une composante suivant Eθ ou suivant Y. Alors du coup, je néglige F de R. F de R, en fait, c'est la composante horizontale de F. Je néglige R de R, et donc il n'y a que du Rθ et du F de θ. Donc tout ça, c'est indiqué dans l'énoncé. Voilà, donc on peut démarrer la résolution. Question 1. Donc la question 1, elle est vraiment toute simple. Vous avez un paramètre qu'on appelle la masse linéique qui est noté lambda. Donc tout ça c'est décrit à la fin du sujet. Donc quand vous avez un sujet, pensez à regarder tout le sujet parce qu'il peut y avoir des informations intéressantes à la fin. Et en fait, je peux l'écrire directement, la masse, c'est la masse linéique lambda, donc c'est en kilogrammes par mètre, fois la longueur du manche. Donc ça, bien sûr, ce que je vous écris là, c'est la masse du manche.
Voilà, donc ça répond à la question. Donc c'est tout simple. À la question 2, on vous demande de trouver une relation, de donner l'expression de petit a. Donc petit a, c'est ici. On va simplement utiliser la définition du barycentre. Donc la définition du barycentre, c'est donc le barycentre du marteau. Alors au niveau de notation, bon, c'est vrai que c'est pas terrible parce que ça prend un petit peu de place. Donc bah, c'est la masse du manche fois OG, le barycentre du manche, plus la masse de la masse. Encore des notations qui pourraient être améliorées. Hein, bon. Bon, l'avantage de ces notations, c'est qu'elles sont quand même très explicites. Alors évidemment, ce que vous pouvez faire dans le sujet, si vraiment vous en avez marre d'écrire manche et masse, et ben vous appelez cette masse M1, cette masse M2. Tout ce qui concerne le manche, vous le notez 1. Tout ce qui concerne la masse, vous le notez 2. Donc ça allège un petit peu les notations. Bon, après tout, c'est pas très gênant. Et quand vous avez ceci, ben on va simplement, ben, quand vous regardez, le point haut, il se trouve, il est ici. Et ben en fait, tous les barycentres, ils sont alignés. Hein, donc s'ils ne sont pas vraiment alignés, on va dire pour simplifier, ils le sont. Hein, donc ça, certainement que quand vous avez un marteau, le barycentre n'est pas exactement suivant l'axe du manche, mais bon, tout ça, ces considérations en première approximation, je vais considérer que le point haut, le barycentre du manche et le barycentre de la masse sont bien alignés. Et ben j'ai juste à projeter ça et ça donne le résultat suivant. OG du marteau, en fait, ce n'est rien d'autre que petit a. Quand je projette selon E de R. Petit a, c'est égal à la masse du manche fois OG du manche, mais le barycentre du manche, il se trouve où? En supposant que j'ai un manche qui est, on va dire, qui est un bête bâton, en fait. Hein, donc il n'y a pas de forme particulière. En général, quand vous avez un manche de marteau ou de hache, il y a une forme particulière, ergonomique, qui fait que vous avez une bonne saisie de l'outil. Bon, moi, je considère que j'ai un bête manche parfaitement cylindrique. Donc c'est L sur 2. Le barycentre, il est à la moitié de la longueur du manche, plus la masse de la masse. Alors quand je regarde la masse en métal, se situe à une longueur L du point haut, donc c'est grand L, divisé par la somme des deux masses. Voilà, donc j'ai un résultat assez rapide. Hein. On encadre le résultat. Voilà, donc les questions 1 et 2, c'est, on va dire, des petites questions. Hein. Et à la question 3, on aborde vraiment les questions importantes, c'est-à-dire qu'on va appliquer le principe fondamental de la dynamique, enfin au solide marteau, donc ça comprend le manche plus la masse. Donc en fait, je vais mettre toutes les masses au barycentre, et ça va donner quoi? La masse du marteau. La masse du marteau, c'est tout ça. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais je considère un référentiel terrestre supposé galiléen. Le système, c'est le marteau, donc ça comprend la masse et le manche. Le bilan des actions mécaniques, vous avez, c'est surtout au moment de la percussion que ça m'intéresse, vous avez la force que le clou exerce sur le marteau, vous avez le poids et vous avez la réaction que le bricoleur exerce sur le marteau. Et je vous rappelle qu'on avait fait l'hypothèse que le bricoleur n'exerçait pas de couple sur le marteau. En général, quand on utilise un marteau, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avec le poignet aussi, on exerce un couple
moteur au marteau, à la masse, et du coup, ça accélère la masse. Donc là, Alors, on a le droit de le faire dans cet exercice, mais au moment de la percussion, la consigne que doit respecter le bricoleur pour être conforme au calcul de cette vidéo, c'est qu'au moment de la percussion, le couple exercé par le bricoleur est nul, d'accord, ou quasi nul. Et c'est vrai que de toute façon, même s'il était non nul, pendant la durée de la percussion, il n'aurait pas grand effet, hein. C'est pas au moment où la masse touche le clou que c'est pas le petit moment que vous allez exercer en plus qui va changer grand-chose, hein. C'est toute la préparation du geste qui va donner l'importance de la percussion. Donc la masse du marteau fois l'accélération, c'est égal à la force F. Donc la force F, en gros, elle est tout le temps nulle, sauf au moment de la percussion, plus le poids du marteau. Ben, lui, par contre, il est tout le temps là. Plus la réaction qu'exerce le bricoleur. Donc ça, on va dire, c'est tout simple à écrire, mais on va dire, c'est vraiment fondamental, hein. J'applique une des lois de la mécanique. J'arrive à la question 4, donc et c'est la même chose, je continue l'application des lois, donc maintenant je m'occupe de la rotation de mon solide. Et je vais écrire que c'est J θ seconde, donc c'est le J du marteau. Donc ça, il faudra quand même que je le détaille, hein. Le J du marteau, je vois qu'il y a le J de la masse, le J du manche. Il faudra que j'additionne tout ça et que je fasse attention de ne pas faire d'erreur. C'est égal au moment de toutes les forces. Donc on fait l'inventaire. Les forces qui vont exercer un moment non nul, c'est évidemment le poids et grand F. La réaction grand R, ce que vous constatez, vu que le marteau il tourne autour du point O, en fait ce qui se passe, c'est que la réaction grand R, eh ben, elle est au niveau de l'axe de rotation. Donc son bras de levier, il est nul. Donc le moment suivant un axe, suivant l'axe Z, hein, le moment, je me rends compte que j'ai inversé X et Y. Bon, c'est pas très grave. Donc je reprends. Donc le moment de la force par rapport à l'axe Z, de la réaction grand R, ça vaut 0. Hein, donc le moment de grand R, ça fait 0. Le moment du poids, ça va donner quoi? Ça donne petit a. Alors j'ai mis un plus, mais en fait j'en sais rien. La masse du marteau. Petit a, c'est le bras de levier en fait. Alors je suis en train de me rendre compte que si j'écris le théorème du moment cinétique à tout instant, il ne faut pas que je détaille tout de suite plus le moment du poids du marteau. Plus le moment, c'est celui-là qui m'intéresse, de la force que le clou exerce sur le marteau. Donc je précise bien que les moments, c'est par rapport à l'axe Z. Et c'est vrai qu'on peut détailler, hein, après tout. Donc le J du marteau, θ seconde, c'est égal au moment du poids. Donc le moment du poids, c'est le poids fois le bras de levier. Donc du coup, je vais regarder ce schéma-là. Le poids, il est comme vertical. Oui, le poids est vertical. Il est comme ceci.
Donc le bras de levier, c'est cette distance-là. Donc c'est, sauf erreur, c'est petit a sinus θ. Donc ça veut dire que j'ai la masse du marteau. Donc je répète que la masse du marteau, ça comprend la masse du manche et la masse de la partie métallique, que j'ai noté masse de masse, fois G sinus θ. J'ai bien un signe plus parce que le poids, il fait bien tourner θ dans le sens des θ croissants. Et le moment de la force Fθ, c'est L fois Fθ. Je néglige F de R. Évidemment, Fθ, en fait, il est quasiment tout le temps nul. Ça veut dire que cette contribution, elle est quasiment nulle, sauf à cet instant-là, au moment de la percussion. Et je néglige F de R. Alors vous allez me dire, là il y a un petit problème, c'est que quand je regarde Fθ, il est comme ça, et il s'oppose à l'augmentation de θ. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui va arrêter le marteau. Hein, quand vous tapez, le marteau, il s'arrête quand même. Mais en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que Fθ en fait, est tout simplement négatif. Donc du coup, cette expression, elle est correcte. Donc je peux passer à la suite. Hein, on va regarder ce qui se passe pendant la durée de la percussion, qui est noté petit o dans l'énoncé. Voilà, donc on vous demande de repartir du principe fondamental de la dynamique et de l'intégrer entre T0, donc c'est le moment où le marteau touche le clou, et T0 plus tôt, le moment où la percussion est terminée. Donc je vais simplement multiplier par D2T à droite et à gauche. Donc ça va donner M A fois D2T. Donc P du marteau. Alors c'est vrai que je pourrais déjà me débarrasser de... J'ai oublié le D2T. C'est vrai que je pourrais me débarrasser du poids du marteau en fait. Il est évident que c'est pas ça qui va vous permettre de planter votre clou. Hein, si votre marteau, il suffisait de le poser sur le clou pour que le clou il s'enfonce, eh ben, on va dire c'est un marteau qui doit être extrêmement lourd, hein, pour réussir cet exploit. Hein. Il est évident que le poids du marteau, il est important, puisqu'en fait, c'est pour toute la préparation du geste. Plus le marteau est lourd, plus ça va vous demander d'efforts pour la préparation du geste, pour lancer la masse, pour lui donner de la vitesse. Mais en fait, une fois qu'il y a de la vitesse, au moment de la percussion, c'est juste l'inertie du marteau qui rentre en ligne de compte, enfin l'élan, on va dire, de toute l'énergie cinétique que vous lui avez conférée, qui va être transférée pour enfoncer le clou. Mais à ce moment-là, au moment de l'impact, il est clair que ça, c'est complètement... Alors, j'ai mis 0, mais en fait, je devrais dire négligeable. Donc, c'est tout à fait raisonnable d'écrire ça. Du coup, je ne l'écris pas. Plus R fois D de T. Je pose mon signe intégral. Et j'intègre entre T0 et T0 plus tout. Alors je sais que c'est une durée très courte. Hein. Bon, je pense que vous êtes convaincus de ça. Et donc, quand j'écris cela, la masse, je peux la sortir de la primitive puisqu'elle est constante. Donc la masse, c'est la masse du marteau. Hein. C'est vrai qu'on est tellement habitué à écrire MA. Donc fois l'intégrale de T0 à T0 plus tau de l'accélération fois D de T. Et en fait, cette intégrale ne va pas poser de problème. Et c'est ensuite l'intégrale. En fait, je suis en train de recopier.
Et bien sûr, dans cette équation vectorielle, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va rester suivant Eθ ou suivant l'axe Y. Alors pour l'instant, je la garde vectorielle parce qu'en fait, je vais pouvoir me débarrasser de ce terme-là. Une primitive de l'accélération, c'est la vitesse. Donc en fait, ce truc-là, c'est la masse du marteau fois la vitesse. Quand c'est la vitesse du barycentre, ça c'est très important, hein. Je le précise, faut bien le préciser, hein. C'est l'accélération du barycentre, hein. Ça c'est vraiment fondamental, hein. Entre T0 et T0 plus tau, c'est égal, bon, ici c'est la même chose. Et ce terme-là, ici j'ai l'opérateur crochet, c'est la vitesse en T0 plus grand tau, mais elle vaut quoi cette vitesse? Elle est nulle, parce que quand vous avez donné votre coup de marteau, normalement le marteau, bon, il est possible qu'il revienne un petit peu en arrière, mais en gros il a perdu toute sa vitesse. Donc la vitesse finale est nulle, donc ça fait vecteur nul, moins la vitesse qu'il avait juste avant la percussion en T0. Donc je vais la noter comme ça. Vitesse du barycentre en T0. Et c'est égal idem. Et là maintenant, je vais projeter. Donc quand je dis idem, hein, c'est je recopie, justement pour ne pas le recopier, je n'ai pas modifié le second membre. Et là, j'utilise le fait que je vais uniquement regarder ce qui se passe suivant Eθ. Donc ça va donner quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, la masse du marteau, mais la vitesse, donc c'est moins la vitesse juste avant la percussion, et la vitesse juste avant la percussion, donc je vous rappelle que le barycentre du marteau, il est là, à la distance petit a du point O, donc c'est petit a fois θ point en T0. J'ai simplement écrit que la vitesse, elle est uniquement orthoradiale, hein. Je vous rappelle que le marteau, je suppose qu'il fait un mouvement de rotation autour d'un axe fixe qui passe par O, et bien ça donne ceci. Hein, c'est A fois θ point. Alors pourquoi A? Parce que le barycentre est à la distance petit a de l'axe de rotation. Et c'est égal à quoi? Maintenant, là, je détaille. Si je regarde ce qui reste, c'est T0 à T0 plus tau de f de θ fois d de t. Et là, vous reconnaissez une notation de l'énoncé, sauf erreur, c'est i, plus l'intégrale pour la même chose pour R, et là on reconnaît K. Donc ce terme-là, c'est I, et le terme qui est juste à côté, c'est K. Et mon objectif, hein, c'est si j'étais constructeur de marteau, on va dire, c'est d'avoir le K le plus faible possible pour que mes clients qui achètent mes marteaux, ils n'aient pas de sensation désagréable au moment où ils plantent des clous. Alors, je vérifie juste que je ne me suis pas trompé dans les notations. Donc c'est bon. Donc là, je vais réarranger je vais réécrire le résultat. Donc la masse du marteau fois A fois θ point en T0, c'est égal à moins I moins K. Je vérifie que... Oui, c'est ça. On encadre le résultat. Donc c'est un... Voilà, donc là j'ai une première équation qui est assez simple, hein. Et je vais faire la même chose, la même démarche, mais pour le théorème du moment cinétique. Et j'aurai une deuxième équation, cette fois-ci qui fera intervenir uniquement grand I. Pardon.
Et, et quand on va utiliser les deux, ben, on pourra répondre enfin à la question. Voilà, donc je continue. Alors, question 6. On va utiliser le théorème du moment cinétique. Alors, je vous rappelle, on avait J du marteau. Il faudra le détailler. Θ seconde, c'est égal. Le moment de la force F et le moment du poids. Comme tout à l'heure, au moment de la percussion, donc F est tout le temps nul en fait, sauf au moment de la percussion où il est très très important. Donc à ce moment-là, je peux complètement négliger l'influence du poids. Donc, c'est ce terme-là qui va être prépondérant. Et ce terme-là, je vais le négliger. Voilà. Donc, et je vais intégrer cette expression entre T0 et T0, bah, comme tout à l'heure, hein, et T0 plus taux. Et bien sûr, avant de faire ça, je multiplie par D de T. Hein. D de T. Voilà, je reprends. Donc je néglige le terme qui est là. Bon, j'ai quand même mis l'intégrale pour que ce soit propre. Mais évidemment, je vais garder que ces deux termes-là. Donc je continue mon calcul. Le J du marteau, je peux le sortir de l'intégrale. Et une primitive de θ seconde, bah, ce n'est rien d'autre que θ point. Entre T0 et T0 plus grand taux, plus petit taux. C'est égal, ben, au moment, je l'avais écrit hein, précédemment, hein, c'est l'intégrale de L Fθ de T0 à T0 plus taux. Et là, on reconnaît L fois I. Et ici, ben, c'est comme tout à l'heure. Lorsqu'on évalue θ point en T0 plus petit taux, donc à l'instant final, hein, donc lorsque le marteau en fait s'est arrêté, ben, c'est un θ point qui vaut 0. Moins le θ point en T0, donc je vais simplement l'écrire. Hein. Ça donne ceci. Et donc, ici, je retrouve L fois I. Hein. Le L, je peux le sortir de l'intégrale, hein, c'est une constante. Donc finalement, j'ai un autre résultat, c'est que J du marteau fois θ point en T0, c'est moins L fois I. Donc c'est un autre résultat que j'ai obtenu, donc qui découle du théorème du moment cinétique. On encadre le résultat. Voilà, donc j'ai encadré le résultat. On peut passer à la question 7. Donc à partir de maintenant, en fait, le gros du travail est fait. Hein, le gros du travail est fait. On vous demande d'éliminer I entre l'équation que j'ai recopiée ici et celle-là. Donc je suis simplement les indications de l'énoncé. Eh bien, I, ce n'est rien d'autre que moins ce truc-là divisé par L. Je remplace là-dedans. Donc ça donne M fois la distance A fois θ point en T0. C'est égal à moins I. Ben, moins I, c'est J du marteau θ point en T0 sur L moins K. Donc j'obtiens cette relation. Donc je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Oui, non, c'est bon. Et moi, ce que je veux, c'est, pour le confort de l'usager, du bricoleur, c'est que K soit nul. Hein. Je vous rappelle que K, c'est l'intégrale, enfin, c'est directement relié à la réaction qui va s'exercer sur le manche. Et je veux que cette réaction
qu'il n'y ait pas de percussion en fait. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que K soit nul. Et donc, alors est-ce qu'on l'écrit tout de suite? Ouais, pour que K, oui, effectivement, on le dit tout de suite, hein. Moi, ce que je veux, c'est pour le confort de l'usager. Donc, il y a un aspect. Ouais, si c'est quand même objectif, hein. Si vous avez un marteau qui est, on va dire, mal équilibré, ça peut, si vous en servez longtemps, ça peut être douloureux, voire très douloureux au bout d'un certain temps, hein. Donc, on va dire, c'est plus que pour du confort. Donc, j'ai mon résultat que je peux encadrer. Il est là. Et en fait, non, je n'ai pas encadré ce résultat, puisque une fois que j'ai dit que k égale à 0, le θ point, il se simplifie. Donc, je peux simplifier un petit peu mon expression. Voilà, donc j'ai fini le calcul, c'est vraiment aucune difficulté. Donc, une fois que j'ai éliminé, enfin, j'ai simplifié le θ point de chaque côté, j'arrive directement à cette expression. Et donc, c'était ce qu'il fallait trouver, hein. Le résultat était donné dans l'énoncé. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est de trouver que vaut grand L. Et ici, A, faites attention, hein, ce n'est pas une accélération, hein, c'est la distance entre le centre de rotation et le barycentre du marteau, hein. Donc, il faut faire attention parce que quand on écrit MI, si on l'a écrit trop souvent avec le PFD, on peut avoir un petit moment, on peut se retrouver à penser que c'est une accélération. Mais attention, A ici est une distance. Voilà, donc j'ai rappelé un certain nombre de résultats qu'on a obtenus. Maintenant, il faut que je travaille sur le J du marteau. Alors, le J du marteau... Ouais. Il faut que je le décompose. Il est composé d'un manche. Et donc là, il y a des indications qui sont données à la fin de l'énoncé. Donc, alors, si je prends l'énoncé... On vous dit que le manche, c'est 1/12 de ml carré. C'est 1/12. De ml carré, où m, c'est la masse du manche. Du coup, il faut quand même faire attention aux notations. Donc, c'est la masse du manche. Donc, au niveau des notations, faites attention à toujours préciser de quelle masse on parle. Quand on a fait beaucoup de mécanique du point, on n'est pas trop habitué à se souvenir que cette masse-là, c'est la masse de tel sous-système, cette masse-là, c'est la masse de tel sous-système, hein. Ici, on a le manche et la masse. Plus, on a quoi d'autre? On a le moment d'inertie de la masse. Donc là, vous avez... on vous le donne. C'est M fois OG du manche, donc ici c'est L carré, plus le barycentre, le moment d'inertie, pardon, de la masse par rapport à son barycentre. Je dis pas j'espère ne pas dire de bêtises. Attention, j'ai oublié un terme. Ce que je vous ai écrit là, c'est le moment d'inertie du manche par rapport à son barycentre. Alors, comme le barycentre donc ça, ce serait vrai si je faisais tourner le manche par rapport à son barycentre. Donc, imaginons que ceci, c'est le manche du marteau. Voilà, si je faisais ceci, eh ben, je n'aurais besoin que de ce moment d'inertie-là. Mais là, la rotation, elle se fait par rapport à une extrémité du manche. Donc, il faut que je rajoute, je vais la rajouter en dessous, plus la masse du manche fois L sur 2. En fait, c'est cette distance-là, hein, entre le barycentre du manche et le point O carré.
Donc je vérifie que je n'ai pas fait de bêtises. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est remplacer le J du marteau là-dedans. La masse du manche, je vais la remplacer systématiquement par lambda L. Et je vais également, je vais avoir besoin, c'est tout. Bon, là, il y a une petite phase calculatoire. Donc on a. Donc je remplace. Donc J de marteau, ça fait 1/12 lambda fois L. Du coup, ça fait lambda L cube. Hein, lorsque je remplace la masse du manche par lambda fois L, ça fait lambda L cube, plus... j'ai pas précisé. Ça, c'est la masse de la masse. Voilà. Plus la masse de la masse. Fois L carré. Plus le moment d'inertie de la masse par rapport à son barycentre que je ne connais pas. J'espère que je vais avoir assez de place. Du coup, je manquais de place. Donc le J du marteau, il y a encore ce terme-là. Donc ça fait lambda L au cube sur 4. Tout ça, c'est le J du marteau. Donc j'écris le... Et ça, c'est égal à la masse du marteau. Mais la masse du marteau, c'est quoi? C'est la masse de la partie métallique, donc c'est la masse de la masse, plus la masse du manche, que la masse du manche, c'est lambda fois L. Donc, et je recopie petit a, petit l. Donc ça fait une petite équation là, et en fait ça va quand même se simplifier. Donc je peux rassembler tous les termes en L au cube. Ici on a lambda sur 4 et lambda sur 12. Quand je le mets ensemble, ça fait donc je continue mon calcul. Donc là ici on a le lambda sur 3. L au cube, plus la masse de la masse L carré, plus le moment d'inertie de la masse par rapport à son barycentre. Donc c'est la masse de la masse, bon là je recopie, plus lambda L. Et là il faut se servir, je ne me suis pas encore servi de cette équation-là. Donc la masse du manche, donc ça fait lambda L fois L sur 2, donc ça fait lambda L carré sur 2, plus la masse de la masse fois L sur lambda L plus la masse de la masse. Bon. C'est vrai que tout ça pour planter un clou, ça fait quand même pas mal de calculs, mais on va voir que ça s'arrange très très bien. En fait, il y a des termes qui vont se simplifier. Donc il y a un terme qui se simplifie tout de suite, c'est le terme qui est là. Et oui, j'ai oublié un terme, j'ai oublié le L qui était là. Donc je reprends mon calcul. Donc là, j'ai une simplification des deux termes. Et ce que je remarque, c'est que la masse L carré, et une fois que j'ai enlevé le numérateur et le dénominateur qui se sont simplifiés, j'ai aussi la masse fois L carré à droite. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ce qui fait que ce terme-là, il va se simplifier avec ce terme-là. Une fois qu'on aura distribué le grand L dans la parenthèse, ce terme il disparaît. Donc du coup, je le simplifie comme ça. Je continue mon calcul. Donc c'est lambda L au cube
sur 3 plus le moment d'inertie de la masse, c'est égal à lambda L au cube sur 2. Hein, le L, quand je le distribue, ça fait L au cube. Et là, ça s'arrange très bien, puisque il va me rester quoi? On vous demande de montrer, voilà. On demande de montrer quoi? Donc c'est le J. Non, ce qu'on veut, c'est la longueur. Alors, lorsque je mets ce terme de l'autre côté, donc ça fait un demi moins un tiers. Un demi moins un tiers, ça fait un sixième. Donc c'est un sixième. Donc ça fait J de la masse. Ça fait lambda L au cube sur 6. Et moi, ce que je veux, c'est la longueur. Donc bon, j'ai encore un petit peu de place. Le 6, je le passe de l'autre côté. Le lambda, je divise. Je prends la racine troisième. Et donc, ça donne le résultat. Bon, en fait, il était donné, le résultat. Donc, ça, on est content de tomber dessus. Hein. Donc, c'est 6 fois le moment d'inertie de la partie mécanique, de la partie métallique, pardon. Donc, la masse divisée par lambda. On peut également le remplacer... oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est si je remplace lambda par m sur L, on a une autre expression. Donc, bon, je vais finir le calcul tranquillement, je vais effacer et finir le calcul tranquillement. Voilà, donc j'étais arrivé à ce résultat-là. Et en fait, ce que je peux également faire, parce que la masse linéique, c'est quand même pas forcément le... Ouais, quoique, je peux très bien choisir un diamètre de mon manche, et du coup, je connais la masse linéique. Mais je peux également remplacer le lambda L, en fait, c'est la masse du manche. Du coup, je peux aussi avoir l'expression suivante, puisque lambda L, c'est la masse du manche. Du coup, j'ai du L carré. Et ça fait 6 moments d'inertie de la masse métallique par rapport à son barycentre, divisé par la masse du manche, exposant 1,5. Donc j'ai envie de dire, les deux formules-là sont rigoureusement équivalentes, mais ça dépend de... Si on vous donne, si on vous impose une masse de manche fixée, par exemple, voilà, votre client il vous dit, voilà, moi le manche, je ne veux pas qu'il dépasse tel poids, eh ben, cette formule sera peut-être un petit peu plus intéressante que celle-là, sachant que c'est la même chose. Hein, il n'y a pas de... Elles ne disent pas autre chose, hein, les formules disent exactement la même chose, mais suivant le contexte, ce sera peut-être mieux d'utiliser celle-là que d'utiliser celle-là. Voilà, donc j'ai répondu à la question 8. Et alors, on vous dit dans l'énoncé qu'on peut mesurer différents paramètres. Hein, je vous rappelle, le système que j'ai étudié, en fait, c'est un manche que j'ai cassé d'une hache. Du coup, j'ai pu faire des mesures. Alors, le moment d'inertie de la partie métallique, on peut la mesurer. Hein, l'idée est la suivante, c'est on va fabriquer un... Que je dise pas de... Oui, c'est ça. On peut fabriquer un pendule simple avec la partie métallique. À partir du moment où vous avez cassé le manche, après tout, vous pouvez mesurer en fait le moment d'inertie de ce truc-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suspendu. Alors moi, c'était une hache, mais ça marche aussi évidemment si vous prenez autre chose qu'une hache. Donc dans la question 9, vous prenez un fil. Donc voilà, vous accrochez quelque part et vous prenez un fil.
Et moi, j'avais accroché la partie métallique. Donc, bon, bah, moi, c'était une hache, hein. Je l'avais accroché comme ça. Donc, j'avais bien mesuré. Et donc, je laissais se balancer le système de droite à gauche, hein. Voilà, je laissais se balancer. Et ça tournait autour d'un axe de rotation qui était comme ceci. Donc, on va dire le tranchant de la lame, on va dire ça c'est la lame. Donc, il était comme ceci. J'avais accroché une ficelle et le système se balançait de cette manière. Donc, on peut mesurer la période. À partir de la période, on peut mesurer justement le moment d'inertie, hein. En fait, c'est un pendule pesant, c'est un bête pendule pesant. Et connaissant la position du barycentre du système là, par rapport à l'axe de rotation, on peut remonter au moment d'inertie de la masse par rapport à son barycentre. Donc je ne sais pas si c'était demandé. Oui, bah je fais très rapidement le calcul et puis je vous donnerai on va faire l'application numérique et trouver une valeur de L qui n'est pas complètement qui colle, qui est cohérente. Alors là, je le fais vraiment rapidement, hein. C'est J θ seconde. Donc le J de mon système, en fait, c'est celui que je cherche, plus la masse de la masse fois la distance. Donc on va dire que le barycentre de la masse, il est là. Fois la distance OG au carré. Donc ça, c'est le J du pendule pesant que j'ai constitué, fois θ seconde. C'est égal au moment de rappel du poids uniquement, hein. La réaction que j'exerce ici, elle a un moment qui est nul. Et donc ça va donner la masse de la masse fois OG sinus θ. Et il y a un signe moins devant. Voilà, on voit mieux. En fait, on reconnaît donc je fais l'approximation des petits angles et on arrive à l'équation différentielle bien connue qui est donc la masse de la masse fois OG fois JG de la masse plus la masse de la masse fois OG au carré. Alors, il faut bien comprendre que le OG qui est là, ça n'a rien à voir avec ce schéma-là, hein. C'est une autre manip indépendante. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Fois θ égale à 0. Et tout ce que vous avez ici, on reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Et ce truc-là, c'est oméga 0 au carré. Donc je peux en déduire, et oméga 0, c'est 2π sur grand T, donc la période que je peux mesurer. Donc finalement, tout calcul fait, j'obtiens une expression de JG de la masse, qui vaut quoi? Donc ça fait 4π sur T carré. Donc je vais me servir je vais faire mon petit brouillon. Donc ça fait 4π carré sur T carré, c'est égal à la masse fois OG sur le J que je cherche. Voilà, donc là, vous voyez que c'est vraiment un brouillon. Moi, ce que je veux, c'est J. Donc ça fait la masse de la masse fois OG. Tout ça, je peux mesurer, hein. Sur T carré, 4π carré ici.
moins la masse de la masse fois OG carré. Je vérifie qu'il n'y a pas... Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Ah non, j'ai fait une erreur. Non, c'est l'inverse. C'est le t carré. Voilà, donc j'avais oublié l'accélération de la pesanteur. Bon, là, il faut dire que je le fais vraiment rapidement. Donc là, normalement, c'est bon. Bon, je peux réarranger, je peux mettre la masse de la masse fois OG en facteur. Et donc, j'ai GT carré sur 4pi carré moins OG. Oui, c'est ça. Et quand on fait l'application numérique, donc j'ai tout mesuré, hein, la masse de la masse, et ben vous prenez une balance de cuisine, ça fait très bien l'affaire. Pour mesurer les distances, ben vous prenez un mètre ou une règle, ça suffit largement. Pour la période, ben vous prenez un chronomètre quelconque, ça suffit largement. Donc on peut mesurer le moment d'inertie de la masse assez précisément. Voilà, donc ça je peux effacer, c'est mon petit brouillon. Donc, et là je trouve comme valeur 9,2 fois 10-4 fois 10-4 kg mètre carré. Évidemment, c'est un résultat que j'encadre pas trop. Voilà, donc j'ai ce résultat-là. Et du coup, je peux faire l'application numérique. Alors, je vais utiliser l'une des deux formules. Je vais prendre... je connais la masse du manche, en fait. Je connais la masse du manche parce que, comme j'ai cassé la hache en question, du coup, je peux estimer assez précisément la masse du manche. Alors, une partie de la masse du manche était encore au niveau de la masse. Bon, du coup, ça fait une petite imprécision. Et quand on fait l'application numérique, avec cette valeur de J de G, on trouve on trouve 0,16 mètres. Donc c'est un petit peu faible par rapport à la longueur du manche, parce que du coup, je peux la mesurer, cette longueur-là. On arrive à peu près à la moitié de la longueur du manche de la hache que j'ai utilisée. Donc du coup, ce qui est possible, c'est que cette détermination était assez imprécise. Donc j'ai pas recommencé plusieurs fois la mesure. Bon, d'un côté, bon, elle est un petit peu imprécise, mais c'est pas tant que ça. Donc j'explique pas vraiment le fait qu'on a un facteur 2. Enfin, on a le bon ordre de grandeur déjà, c'est pas mal, mais j'explique pas le facteur 2. Après, je sais pas, est-ce que les gens qui font de l'ergonomie, c'est vrai que quand vous donnez un coup de hache, je sais pas, peut-être que le mouvement final que vous effectuez, vous avez plutôt une rotation de la hache autour d'un point qui se situerait ici. Hein, donc vous avez un mouvement comme ça, quoi. Enfin, bon, je sais pas trop. Bon, en tout cas, on trouve le bon ordre de grandeur, mais on va dire sans plus. Hein. Donc c'est... Donc ce que vous pouvez essayer de faire, hein, c'est de votre côté, c'est vous prenez un marteau, une hache ou n'importe quel outil qui sert à faire des percussions et vous pouvez mesurer, vérifier que ça marche. Après, c'est vrai que pour une hache, c'est moins critique que pour un marteau. Hein, le marteau, on a une vraie percussion. Hein. Je veux dire, quand vous plantez le clou, que vous utilisez le marteau ou la masse pour la masse, ce serait plutôt pour casser quelque chose. Là, c'est beaucoup plus critique. Hein. On va dire que la hache, vous tapez dans du bois, on va dire que c'est moins, la percussion est un petit peu moins forte. Hein. Le temps que la lame rentre dans le bois, on va dire que
la percussion est un petit peu étalée dans le temps, donc un petit peu moins forte. Donc on va dire que pour une hache, c'est moins critique comme pour l'équilibrage, c'est moins important que pour un marteau. Bon, en tout cas, voilà, j'en ai fini avec cette partie-là. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions, il me semble. Voilà, donc j'ai vérifié, donc j'ai effectivement répondu à toutes les questions. Et voilà, si vous avez du temps à perdre, eh bien, mesurez les caractéristiques d'un marteau qui est chez vous et vérifiez que ben, c'est pas complètement déconnant ce que j'ai fait. Je vous dis à bientôt et pour les prochaines vidéos.